Chapitre 1. Introduction au Biological Nurturing. Le Biological Nurturing, BN, est une nouvelle approche pour la mise en place de l'allaitement. C'est un terme générique qui met en jeu des états d'éveil et de sommeil du bébé et une gamme de positions maternelles semi-inclinées, en arrière, où la mère place son bébé sur son corps. Le confort maternel prime et le BN a pour but de réduire la fatigue et d'augmenter la satisfaction tout en assurant des tétées efficaces. Il s'intéresse de façon spécifique au refus du sein et à différents problèmes qui peuvent mener au sevrage précoce et inopiné dans les premières semaines. Le BN peut aussi venir à la rescousse de l'allaitement pour le bébé plus âgé, jusqu'à 8 à 12 semaines postnatales. Du point de vue de la biologie, il est compréhensible que les mères et les bébés aient une connaissance et une capacité innée pour que la progéniture de l'espèce soit nourrie, assurant ainsi sa survie. Le concept du BN est donc soutenu par l'inné, traduction de l'anglais nature, et par l'acquis, traduction de l'anglais nurture. Dans le monde de l'allaitement, le paradigme qui domine actuellement favorise davantage les théories de l'acquis. Ce point de vue a influencé le soutien de l'allaitement depuis que Cadogan, 1748, médecin anglais et expert en puériculture, a médicalisé les pratiques conduisant à une science de l'alimentation du nourrisson. La première phase d'introduction de son ouvrage révèle les origines de la gestion d'allaitement médicalisé, approche qui allait devenir la pensée dominante. Entre guillemets. C'est avec grand plaisir que je vois enfin la préservation des enfants revenir aux mains de l'homme sensé. À mon avis, ce commerce aux conséquences fatales est resté trop longtemps sous la coupe des femmes, qui ne sont pas censées avoir par elles-mêmes la connaissance pour une telle tâche, bien qu'elles la considèrent être leur domaine. Cadogan, 1748, page 3. Hardiment, 1983, en historien anglais, désigne l'essai de Cadogan comme le premier manuel des soins du bébé, écrit par un expert masculin éclairé, marquant l'avènement d'un discours d'homme dans l'arène des soins du bébé, un domaine qui était jusque-là exclusivement féminin. Au début du XXe siècle, Sir Frederick Traby-King, 1924, un autre médecin éclairé, entre guillemets, ancra fermement le besoin d'un enseignement et d'une gestion médicale au sein du discours dominant sur l'allaitement. Entre guillemets, de même que toute la puériculture ne vient pas d'instinct à une femme au moment où elle devient mère, mais doit être étudiée, l'allaitement requiert une étude sérieuse et une gestion compétente pour être un succès. Traby-King, 1924, page 55. Sir Traby-King élargit les techniques de gestion pour y inclure des conseils suggérant que trop porter les bébés les gâterait et ferait de la progéniture des adultes incapables. Bien qu'il soutint passionnément l'allaitement, il introduisit la notion de bon bébé, demandant aux mères d'établir de bonnes habitudes dès la naissance, produisant un beau bébé Traby-King parfaitement heureux, écrit sa fille adoptive. Traby-King, 1934, page 4. Allaiter, comportement inné ou acquis? Question. L'allaitement est-il inné ou appris? Cette question est au cœur du débat sur la gestion de l'allaitement. Elle prend part aussi à une discussion plus large qui influence notre compréhension du développement de l'enfant. L'inné fait référence aux caractéristiques génétiques et aux dispositions comportementales d'une personne. Ceux qui soutiennent le caractère inné de l'origine du comportement avancent que la capacité du couple mère-bébé à allaiter est spontanée ou programmée dès la naissance, non apprise. Pour simplifier, un comportement inné est un réflexe ou un instinct. Au contraire, l'acquis se dit d'un comportement appris et s'étend des premiers choix alimentaires, allaiter au sein ou au biberon, aux décisions du maternage ou éducatives. Ces défenses considèrent que le bébé est prêt dès la naissance à faire des expériences et à apprendre de son environnement. Le nouveau-né est comme une page blanche sur laquelle il inscrit sa capacité comportementale. Des variables comme l'ethnicité, l'âge, la situation géographique, l'instruction, les ressources, les classes sociales
et d'autres facteurs socio-économiques sont des influences acquises, c'est-à-dire environnementales. Ces facteurs sont au centre de la détermination pour la réalisation de l'être humain. Entre parenthèses, Slater, Hawking et Luz, 2003. Le débat entre ces deux perspectives a été chaud dans le passé. Pourtant, dans toutes les disciplines, les chercheurs s'accordent maintenant sur le fait que l'inné et l'acquis agissent et interagissent pour influencer les comportements et le développement. Entre parenthèses, Hellman et Cole, 1998, Slater et Cole, 2003. Aujourd'hui, plutôt que de reconnaître le caractère instinctif au développement de la capacité maternelle d'allaiter, on attribue l'acquisition des comportements d'allaitement à l'environnement et à l'apprentissage. Mavis Gunther, 1955, une obstétricienne anglaise experte en allaitement, affirme catégoriquement que les mères manquent d'instinct d'allaitement. Citation. Il ne peut y avoir aucun doute dans l'esprit de ceux qui s'occupent des femmes occidentales, européennes ou américaines, que l'instinct ne dicte pas à la mère comment allaiter son premier bébé, ce qui est des plus remarquables car le travail de l'accouchement, qui fait partie du même job, est de toute évidence pulsionnel. Dans le règne animal, l'initiative est souvent prise par le nouveau-né, qui peut avoir la mobilité et la pulsion instinctive le rendant capable de trouver le mamelon. Et le rôle de la mère est de rester complètement inerte. Entre parenthèses, Gunther, 1955. Cet article de Gunther, publié dans le Lancet, un journal médical hautement respecté, est peut-être à la racine du rôle dominant joué par l'acquis dans les pratiques de l'allaitement. Il faut noter que ces observations n'étaient pas basées sur des preuves scientifiques, mais plutôt sur son expérience clinique. Gunther était très influencé par des éthologues comme Tinbergen, 1951, et Lorenz, 1952, qui étudièrent au départ les poissons, les insectes et les oiseaux, peu les mammifères. Gunther, 1955, chercha à clarifier les causes de ce qu'elle considérait être cette déficience maternelle en érigeant la théorie selon laquelle chez les primates, y compris les humains, l'imitation remplace l'instinct. Elle soutint son raisonnement en citant ce qui fut à l'époque une toute dernière nouvelle. Une mère chimpanzé née en captivité eut un bébé au zoo de Londres et le rejeta. Le bébé chimpanzé serait mort si les gentils gardiens du zoo ne l'avaient pas nourri. 8 ans après la publication de l'article de référence, entre parenthèses Gunther 1955, Karen Pryor, une biologiste américaine qui écrivit l'un des premiers livres sur l'allaitement pour les mères, raconte l'incident. Citation. Une chimpanzé élevée au zoo de Londres n'avait jamais vu un bébé de sa propre espèce. Elle fut tellement horrifiée à la vue soudaine de son premier bébé dans sa belle cage, sécurisante et jusqu'ici dédiée à elle seule, qu'elle recula avec un cri de terreur et ne put se laisser persuader d'avoir quelque relation que ce soit avec sa progéniture. Entre parenthèses, Pryor, 1963, page 69. De telles observations à travers le monde industrialisé conduisirent les professionnels à embrasser les explications déterministes de Gunther, entre parenthèses 1955, pour l'échec de l'allaitement au sein. Les mères humaines vivant dans une culture du biberon étaient privées en tant qu'enfants de l'expérience visuelle de l'allaitement au sein. Comme les animaux nés et élevés en captivité, cette privation précoce avait pour conséquence le rejet maternel de la progéniture à la naissance et l'incapacité d'allaiter au sein. La conclusion de Gunther du besoin d'enseigner aux femmes des techniques de l'allaitement établit les bases modernes de la gestion de l'allaitement. Déplacement de paradigme. Définition du biological nurturing. Le BN fait la part belle à l'inné, cherchant à rétablir l'équilibre en réorientant le paradigme pour y intégrer la part innée. Colson, 2008. Il est peu vraisemblable que les mères manquent d'instinct pour allaiter, et les mots biological nurturing en eux-mêmes indiquent que nous développons notre capacité à allaiter de multiples façons, qui inclut à la fois des comportements innés, entre parenthèses biological en anglais, et appris, nurturing en anglais.
Le BN est officiellement défini comme un terme générique pour toute une gamme de positions mère-bébé, dont les interactions semblent libérer des comportements innés chez les deux à la fois, facilitant le démarrage de l'allaitement. Entre parenthèses, Colson, Meek et Howden, 2008. À la différence des autres approches, en pratiquant le BN, les mères ne sont pas assises verticales, ni allongées sur le côté, ni sur le dos. Elles sont assises semi-inclinées en arrière. Elles placent leur bébé pour que toute sa face ventrale touche et soit étroitement appliquée au contour de leur corps, ou à un élément extérieur. Entre parenthèses, Colson, 2005. A, 2005b, Colson et Cole, 2008. Nouvelle façon de penser, pas vraiment nouvelle. Le BN est facile à décrire et rapide à pratiquer. Le concept a de multiples facettes, introduisant de nouvelles manières de penser l'allaitement, bien qu'il faille admettre que tout ne soit pas vraiment nouveau. Beaucoup de mères qui aiment allaiter reconnaissent des aspects du BN dans ce qu'elles font. Les professionnels de santé aussi reconnaissent certaines des techniques d'évaluation qu'elles utilisent déjà pour soutenir l'allaitement. Le concept du BN est fondé sur les théories biologiques des comportements précoces et sur les résultats de la recherche quand elle existe. Le concept interprète et applique l'anatomie et la physiologie de la lactation d'une nouvelle manière. Ces nombreuses perspectives offrent un cadre scientifique et théorique solide en faveur du BN. Le concept de biological nurturing nous permet de prendre un nouveau départ dans une tentative de démédicalisation de l'allaitement, identifiant quelques hypothèses infondées transmises par ceux qui ont une approche plus médicale. L'effet des positions maternelles semi-inclinées sur le démarrage de l'allaitement est la partie novatrice du BN. D'autant plus que vous voyez rarement des images de mères en position BN dans la littérature en général. En réalité, à la maternité, on leur dit souvent qu'elles n'allaitent pas correctement lorsqu'elles sont penchées en arrière, ainsi qu'en atteste ce témoignage d'une mère. Citation. Chère Suzanne, mon fils a été mis au sein juste après la naissance et a tété pendant environ 35 minutes et c'était fabuleux. La sage-femme était très détendue et l'a simplement placé là et l'a laissé tranquillement faire, pendant que j'étais relaxe et détendue. Je décidai à ce moment-là que l'allaitement était absolument fait pour moi, mais j'avais beaucoup d'appréhension car j'avais entendu tellement de choses négatives et je ne connaissais personne qui ait vraiment réussi. Je suis sûre que si ma sage-femme n'avait pas été si naturelle et décontractée à cette première tétée, les choses auraient été très différentes pour moi. On m'a transférée ensuite de couche quelques heures après la naissance. Ce fut horrible. Des puéricultrices montant la garde et scrutant chaque mouvement de mes seins. C'est là que j'ai entendu haut et fort le mantra « ventre contre ventre, mamelon contre nez ». Je l'avais lu pendant ma grossesse, mais je n'avais pas réalisé qu'il faisait presque office de loi. J'ai horreur de ces mots maintenant. Je me suis surprise à les répéter dans ma tête sans oser en dévier. On m'a dit aussi de m'asseoir à droite comme un piquet. J'étais intimidée sans oser dire la moindre chose devant une rangée de puéricultrices debout devant moi, me regardant essayer de forcer mon bébé à prendre le sein. Elle disait que je ne pourrais pas rentrer à la maison si je n'arrivais pas à le nourrir correctement, mais j'avais tellement envie de sortir de là. J'ai essayé de le laisser trouver son chemin vers le mamelon et j'ai été immédiatement grondée. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi j'aurais tant aimé qu'on me dise juste qu'il y a des alternatives pour allaiter. Le personnel hospitalier était obsédé par l'allaitement, sans pouvoir apparemment donner aucun conseil pratique, à l'exception des instructions imprimées dans les brochures publiées par le ministère de la Santé. J'ai appris maintenant qu'en tant que mère, on peut croire en ses instincts et que son bébé est bien équipé pour téter de lui-même si on le laisse faire. J'aurais seulement eu besoin que quelqu'un me le dise à ce moment-là. Merci encore pour les explications du BN qui m'ont vraiment rassurée et donné beaucoup plus confiance. J'espère que je pourrai transmettre le message à toute nouvelle maman avec laquelle je serai en contact à l'avenir dans le cadre du soutien de mère à mère. Fin de citation. Besoin d'une terminologie différente. On me demande souvent si le contact peau à peau et le BN sont la même chose, pourquoi l'appeler autrement? Il y a de multiples raisons pour introduire une nouvelle terminologie et différencier BN et contact peau à peau. Une différence fondamentale réside dans le degré d'habillement de la mère.
Le BN est souvent pratiqué quand les mères et les bébés sont légèrement vêtus, car sans obligation d'être en contact direct peau à peau. En fait, ce sont les effleurements corporels résultant des interactions de position qui libèrent les réflexes et non le contact peau à peau. Ces différences importantes seront traitées en détail au chapitre 11. Ce que fait le biological nurturing pour les mères et les bébés. Le concept BN a sa propre raison d'être. Le BN rétablit un équilibre entre l'inné et l'acquis, restituant aux mères leur capacité programmée de sélectionner la combinaison de styles d'apprentissage qui répondent à leurs besoins. Toute relation est soutenue par un ensemble de comportements innés et acquis, ce qui est avantageux. Dans mes recherches ainsi que dans ma pratique clinique, j'ai observé à de multiples reprises des schémas comportementaux non appris, mais identiques dès que les mères s'inclinaient en arrière. Quand vous ne montrez pas aux mères comment allaiter, elles commencent souvent par être troublées, puis elles trouvent une variété de réponses spontanées, montrant que la prise du sein est composée d'éléments tout à la fois découverts et instinctifs. Ces observations indiquent que les mères et les bébés humains sont pleins de ressources et capables d'allaiter de multiples façons. Il ne semble pas qu'il y ait un seul et unique procédé. Cette multitude de manières dans laquelle la relation d'allaitement peut se déployer est inhérente au concept d'UBN. Le concept d'UBN est à dessein abstrait. La stratégie centrée sur la mère promeut l'allaitement comme une relation qui vise à augmenter le plaisir. En dehors des postures semi-inclinées en arrière accroissant le confort maternel, il n'y a pas d'élément primordial dans l'intervention. Habituellement, il n'y a pas d'enseignement et rien réellement à prescrire. Par exemple, les mères ne sont pas obligées de déshabiller le bébé, ni de se dévêtir. Elles ne sont pas obligées de se préparer ou de s'asseoir ou de s'allonger d'une certaine manière. Elles ne tiennent pas toujours le bébé et elles n'ont rien à acheter. Le BN est aussi rapide et facile à pratiquer que de prendre un bébé dans ses mains. Comme il s'agit de leur confort, les mères sont actrices pour trouver le degré d'inclinaison qui va faciliter leur allaitement. Lors d'épisodes du BN, les mères ne semblent pas faire d'efforts pour se souvenir d'instructions ou s'inquiéter d'allaiter correctement. Mieux encore, les interactions de position, entre parenthèses posture maternelle avec la position du bébé, paraissent libérer des comportements gratifiants. Beaucoup de mères sont surprises de la facilité avec laquelle leurs bébés peuvent prendre le sein et téter. Ces comportements de bébés sont mignons et les font souvent sourire, glousser et rire. La liberté de découverte personnelle est puissante et se révèle constructrice de la confiance maternelle. Cette liberté sous-tend une hypothèse du BN. Souvent, les gens continuent de faire ce qu'ils aiment. Le BN n'est pas géré de façon protocolaire, bien qu'une évaluation discrète soit facile à faire. Et en cas de problème, cette évaluation est faite de façon explicite. En conséquence, une autre hypothèse sous-tend l'intervention. L'allaitement, en tant qu'activité de la vie quotidienne, n'a pas besoin d'aide professionnelle ni de protocole. Finalement, la mise en œuvre du BN n'est pas une activité des professionnels de la santé. Il n'est dirigé ni par la sage-femme, ni par la mère, ni même par le bébé. Le biological nurturing est plutôt l'établissement d'une relation autonome de la dyade allaitante basée sur l'intégration des besoins réciproques.